Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Stéphane Veller d'Environnement et Changement climatique Canada qui va nous parler de prévision météorologique de surface à moyenne échéance par modèle numérique et apprentissage automatique. Donc, Dr Stéphane Veller a obtenu son doctorat en sciences atmosphériques et océaniques à l'Université McGill après des projets postdoctoraux à Météo France et Environnement Canada. Il a été embauché comme chercheur scientifique à Environnement Canada et Changement climatique Canada. Il a travaillé sur la représentation des nuages, des précipitations, de la surface terrestre et de la couche limite dans les modèles de prévision numérique du temps. Il a aussi contribué à l'assimilation de données terrestres, à la modélisation urbaine et à celle à l'échelle sub-kilomètre. Aujourd'hui, il se consacre à l'application de l'apprentissage automatique pour améliorer la prévision et l'analyse environnementale. C'est toujours un plaisir de venir à Ouranos. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné de présentation ici. Je me demande même si j'en ai déjà donné une, je ne suis pas certain. La présentation d'aujourd'hui est sur le. Puis là, je m'excuse d'avance, j'ai toujours mes slides, ma présentation toujours ce qui est sur l'écran est en anglais. C'est un gros effort pour moi de les mettre en français, parce que je me sers de ces présentations-là plusieurs fois. Fait que je parle en français, mais tout ce qui est à l'écran va être en anglais. Aussi, juste pour dire que c'est, Blaise mentionnait, dans ma carrière, essentiellement, mes efforts ont été surtout vers l'amélioration de la prévision du temps, à courte échéance, moyenne échéance, à plus longue échéance, à haute résolution. Donc, j'ai regardé plusieurs aspects de la prévision numérique du temps. J'espère que ce que je vais présenter aujourd'hui va quand même être utile dans le contexte de ce que vous faites ici à Ouranos. Juste pour commencer avec le conducteur, donc une des raisons pour lesquelles je donne la présentation ici, c'est que Ouranos a participé à ce projet-là. Donc, Blaise, je suis venu souvent, toutes les 2 semaines, toutes les 2 semaines, 3 semaines, parler avec Blaise, qui m'a donné plusieurs. On a échangé, mais donné quelques bonnes idées qui ont fait en sorte que mes résultats sont aussi bons que ce que j'ai aujourd'hui. Mais quand même, il y a d'autres personnes, parce qu'il y a 2 phases à l'étude que je vais présenter. Donc, les personnes qui sont mentionnées ici, que ce soit en recherche, dans la vision de la science et de la technologie ou la recherche en sciences atmosphériques ou du côté développement opération. Il y a plusieurs manières. Donc, le focus ici de mon objectif vraiment est de faire en sorte qu'on puisse améliorer la qualité des prévisions météorologiques à moyenne échéance. Moyenne échéance, pour moi, si on parle après 2 jours, 3 jours, 3, 4, 5, 6, jusqu'à jour 10. De la météorologie de surface. Là, ici, normalement, on inclurait la précipitation. Dans l'étude que je vais présenter ici, je ne parle pas de la précipitation. Donc, on parle de la température, l'humidité des vents. Il y a plusieurs manières de faire ça. Évidemment, il y a plusieurs options qui sont écrites à droite ici. L'option la plus évidente, la plus directe, c'est celle qu'on a faite en premier, qui était vraiment d'aller dans le modèle atmosphérique. Puis là, ici, je parle surtout des modèles déterministes. Je ne parle pas des modèles ensemblistes. Je crois qu'on a fait aussi ce travail en mode ensembliste. Donc, c'est d'aller dans les modèles de prévision numérique, d'améliorer les conditions initiales, la représentation des caractéristiques de surface, l'amélioration de la modélisation, puis essentiellement de regarder l'impact que ça a sur la prévision de la température, l'humidité des vents en surface. On a fait ça, ça a fonctionné, ça a donné des bons résultats. On a écrit 2 papiers là-dessus, BLRL 2023, j'en ai fait un autre en 2024. Il y en a un autre qui est en cours, un 3e, de mon collègue Bernard Bilodeau. Malheureusement, cette approche-là ici, donc, ce que je montre ici, c'est les gains sur le Canada en été. Ça, c'était des gains qui ont été faits en 2029, pour l'été 2029. Donc, on voit, par exemple, on voit le panneau supérieur où est-ce qu'on voit la déviation standard de l'erreur en fonction de l'échéance. En bleu, c'est le système qui était aux opérations à l'époque. En rouge, c'est les gains qu'on avait. Donc, c'est les erreurs qu'on avait avec le nouveau système, avec une nouvelle condition initiale, nouveau schéma de surface, etc. Donc, les 3 panneaux du bas, c'est essentiellement la différence. Peut-être le plus intéressant, c'est le panneau, le dernier en bas, qui montre le gain en heure de prédictabilité. Puis, on voit que, essentiellement, les gains par rapport des gains de l'amélioration de la physique par rapport à ce qu'on avait aux opérations, va, je sais pas, je m'inclus, c'est petit, mais ça va de là jusqu'à 15-20 heures de prédictabilité à une échéance de 3, 4, 5 jours, ce qui est gros. Malheureusement, ça n'a pas été, cette solution-là n'a pas été adoptée. Je n'irai pas dans les détails de cette décision-là. Donc, là, je vais commencer avec mes analogies.
Fait que si au hockey, hein, si un trio ne marche pas, on va en faire jouer un autre. OK? Si on est au football américain, ben, si la course au sol ne marche pas, ben, on va commencer à lancer le ballon. OK? Puis là, au baseball, ben, si la balle rapide ne marche pas, ben, on va commencer à faire les courses. Fait qu'il y a plusieurs manières. Fait qu'effectivement, on n'a pas de. On est. C'est pas moi. Fait que, OK, si Environnement Canada ne veut pas la solution qu'on a proposée, qui était d'améliorer directement dans le modèle atmosphérique, il y a d'autres manières de le faire. OK? Donc, on va absolument améliorer, on veut absolument améliorer la prévision à moyenne échéance de température, d'humidité et des vents. Donc, ce que je présente, c'est dans l'étude dans l'étude que je propose, qui est en fait deux études. OK? Je présente les résultats de deux études. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est l'étape numéro un, c'est qu'on va utiliser un modèle de surface 2D, qui est utilisé aussi beaucoup ici, qui est le modèle qui est le système SPS, que je vais décrire dans l'agrément. Donc, essentiellement, on peut faire un downscaling physique. Donc, on a un modèle de prévision déterministe à basse résolution. On utilise l'information de résolution, on fait un downscaling physique. Je vais donner un petit peu de détails. Ça, c'est la première étape. OK, première méthode. La deuxième méthode qui est imbriquée, qui inclut la première méthode, c'est d'utiliser un modèle de deep machine learning. Okay? Donc, je vais passer un petit peu de temps sur l'étape numéro un, pas trop, pour focuser sur toute la deuxième, qui est plus exotique, qui est plus nouvelle. Donc, SPS ici, puis là, j'ai été chercher des vieilles slides, c'est vieux. Le système de prévision de surface, le Surface Prediction System, c'est une vieille affaire. Hein. Ça fait longtemps, puis là, je regarde Pierre parce qu'on a commencé ça il y a longtemps au Canada. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des forçages qui nous viennent d'un modèle atmosphérique à basse résolution pour forcer un modèle surface 2D qui est à beaucoup plus haute résolution. Fait que ça, on a fait ça dans le début des années 2000. Ça, c'est une slide que j'ai montrée dans un meeting en préparation des Jeux olympiques de Vancouver en 2005. Puis je pense que je pourrais aller plus loin dans le temps, en 2002-2003. Au début, on s'en servait beaucoup pour évaluer des modèles. On développait la physique, on s'en servait beaucoup pour évaluer la physique qu'on développait pour les modèles 3D. Le but était éventuellement de faire un couplage de two-way. Okay, donc, essentiellement, on tourne un modèle atmosphérique, on tourne une surface à haute résolution et les deux supports d'échange des. Ça ne s'est jamais fait pour des raisons techniques. Donc, techniquement, c'était assez difficile. Le modèle océanique fonctionne comme ça, mais le modèle surface, on n'a jamais eu le soutien technique pour aller jusque-là. Néanmoins, ça a été implémenté en mode one-way. Donc, essentiellement, on est capable d'améliorer la prévision de surface juste en utilisant des caractéristiques de surface qui sont plus détaillées, avec des conditions initiales qui sont meilleures aussi, qui sont plus réalistes, puis aussi une représentation physique qui est plus sophistiquée. Puis ça, c'est des exemples. Donc, ça a eu un gros succès. Au cours des 20-25 dernières années, ça a eu un gros succès. On l'a tourné dans beaucoup de contextes. Ça, c'est l'image en haut à gauche. Par exemple, c'est une image, c'est une prévision du manteau neigeux, donc d'épaisseur de neige, dans la région de Vancouver. C'était en préparation des Jeux olympiques de Vancouver. Ça a été tourné en temps réel durant les Jeux olympiques de Vancouver avec une maille de 100 mètres. Donc, ça n'a pas été utilisé trop en temps réel, mais ça a quand même bien fonctionné. En bas à gauche, c'est un exemple. On s'en est beaucoup servi aussi dans le contexte de la prévision en milieu urbain, donc des îlots de chaleur urbains. Dans le contexte aussi d'impact de scénario, donc qu'est-ce qui arriverait si on changeait la nature du tissu urbain sur qu'est-ce qu'on peut s'attendre en termes d'impact sur les îlots de chaleur urbains nocturnes ou diurnes. Donc, ça aussi, ça a été beaucoup d'utilisation en météorologie urbaine. Puis on s'en servait aussi pour la représentation de l'eau de sol. L'image à droite est un petit peu plus compliquée, dans le sens où on garde essentiellement des retours satellites, donc des impacts, une rétrodiffusion ou des émissions passives en bande L pour la mesure de l'eau de sol à partir d'imagerie satellitaire. Donc, on est en mesure aussi de simuler ce qu'un satellite pourrait voir. Puis, essentiellement, une des utilisations principales de SPS, c'est que ça tourne dans le système d'assimilation de surface qui s'appelle CalDAS. Donc, on génère l'ébauche, le first guess, qui est utilisé pour l'assimilation de surface avec un système de surface qui est offline. Donc, ça, c'est SPS. Ça va bien quand même, je vais assez vite.
Je vais vous laisser poser des questions pour poser, du temps pour poser des questions. Je me souviens, je vais donner une présentation il y a plusieurs années, puis je m'étais jamais rendu compte à la vitesse, on ne sait jamais à quelle vitesse on parle quand on est en avant. J'avais toujours l'impression que j'étais quelqu'un de posé, de calme, puis quand je me suis remonté, je me dis quelle illusion. Donc, vous mentionnez tantôt le système SPS, HRDLPS. Donc, SPS, c'est le système de prévision de surface. Il est implémenté dans le contexte d'un système qui est aux opérations Environnement Canada. Il était en mode expérimental depuis plusieurs années. Il a été mis opérationnel il y a moins d'1 an. Ça s'appelle, là je m'excuse, des acronymes sont en anglais, le système High Resolution Deterministic Land Prediction System. Donc, qui est utilisé pour faire la prévision jusqu'à 6 jours. Là, présentement, j'ai des résultats jusqu'à 10 jours, mais aux opérations, ils tournent jusqu'à 6 jours. Puis là, c'est juste pour montrer ici l'impact que du HRDLPS a par rapport au système déterministe atmosphérique 3D. Donc, le système atmosphérique 3D tourne avec une barre de 15 km. Le système HRDLPS tourne à 2,5 km, avec une barre de 2,5 km, avec des meilleures caractéristiques de surface, des meilleures conditions initiales de surface avec le système CalDAS, avec des assimilations de données satellitaires et tout, et avec une meilleure physique de surface. Donc, HRDLPS utilise le schéma de surface qui s'appelle SVS, Soil Vegetation and Snow, tandis que le système opérationnel a un système qui est un système de surface, un modèle de surface qui est plus vieux, qui s'appelle EasyBoard. Donc, en entendant tout ça, donc, il y a 3 expériences ici. Celle que la meilleure, puis là, on regarde l'impact de HRDLPS par rapport à ce qu'il y a au système 3D, aux opérations. Donc, donc c'est... Donc, j'ai complexifié un petit peu ça ici, dans le sens que je voulais regarder l'impact de HRDLPS relatif par rapport à l'impact de l'utilisation du modèle de Deep Graph Neural Network qui est utilisé depuis peu en Environnement Canada, qui a été utilisé pour essentiellement améliorer la prévision à moyenne échéance. Okay? Donc, je voulais juste faire une différence, juste pour montrer relativement l'impact du HRDLPS vis-à-vis. Par exemple, quand on compare le bleu versus le noir, donc, encore là, le panneau à gauche, la température, à droite, c'est le point de rosée. Le panneau d'en haut, c'est la déviation standard d'erreur et le biais. Okay? Puis en bas, essentiellement, on regarde la différence entre les deux. Okay? Donc, quand on regarde la différence entre les deux, la courbe qui est en bleu, okay? Essentiellement, quand c'est positif, ça veut dire qu'on améliore par rapport au système de référence. Donc, en bleu, ici, on compare essentiellement le système qui est GraphGC, c'est pour GraphCast, GEM, SPS. Donc, essentiellement, les prévisions atmosphériques 3D, donc c'est le système qui a été développé récemment. Vous pouvez regarder les publications de USANEAL, CBCL, où il y a beaucoup de travail qui a été fait en Environnement Canada pour essentiellement utiliser un modèle de deep learning, qui est un Graph Neural Network, basé sur GraphCast. J'ai mis GraphCast basé sur, qui est le nom qui est essentiellement développé par Google DeepMind, mais c'est une version qui est utilisée en Environnement Canada, qui est essentiellement présentement, la terminologie change, mais là, ici, j'utilise la terminologie qui est utilisée dans les papiers qui sont publiés récemment, donc c'est ces années. Donc, essentiellement, quand on regarde la différence entre le bleu et le noir, ça, c'est l'impact du système offline. Puis là, on regarde des impacts qui sont de l'ordre de 0,4, 0,3, 0,4, donc des impacts majeurs de la température, des impacts aussi majeurs pour l'humidité. Quand on calcule, puis les impacts diminuent avec le temps, on va jusqu'à 10 jours ici, mais quand même, ça perdure pour toute la période. Quand on regarde en heures de prédictibilité, on a de l'ordre de 20 à 30 heures de prédictibilité, qui est immense encore. Aller chercher des 15-20 heures de prédictibilité, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis, dans le contexte où on veut regarder, bien, comment ça se compare avec d'autres implémentations qui sont majeures, parce que l'utilisation de GraphCast ou la version canadienne, essentiellement l'implémentation canadienne du modèle GraphCast, comment ça se compare? Bien, quand on regarde le orange versus le noir, essentiellement, c'est quoi l'impact du modèle AI, qui a quand même un gros impact sur les températures, la qualité des prévisions de température et d'humidité en surface. Puis là, essentiellement, on regarde pour les courbes du bas, on voit que ça donne l'impact de GraphCast sur la température et l'humidité en été. En hiver, c'est plus gros. Hein, un mois en hiver. On voit que l'amélioration des grandes échelles avec le modèle AI a un impact surtout loin vraiment pour les deuxièmes, les jours 5, 6, 7, 8. Okay, donc, parce que c'est jusqu'à 10 jours. Et après, semblable à ce qu'on a avec l'achat de LPS.
J'ai monté en été, je monte souvent en été parce qu'en été, la surface a un impact plus fort avec l'atmosphère. En hiver, c'est un petit peu différent. HLDPS a un impact qui est moins grand, puis le GraphCast a un impact qui est plus grand. OK? Donc, mais ça reste quand même dans le même mode de grandeur. Donc, ça, c'est l'impact donc, ça, c'est la première partie. La première partie, essentiellement, le but de ce travail-là, essentiellement, c'est d'améliorer la prévision, la température, l'humidité des vents. Je n'ai pas montré les vents. Les vents n'ont pas beaucoup d'impact. Okay? HLDPS, ce n'est pas la force des vents. Ce n'est pas un modèle dynamique. Hein? Essentiellement, c'est un downscaling qui est fait localement, basé sur les caractéristiques physiques. Fait qu'il y a beaucoup d'informations dynamiques. Essentiellement, on n'a pas de dynamique il n'y a pas d'effets dynamiques horizontaux dans le système. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'impact sur les vents. Mais pour la température et l'humidité, c'est majeur. Donc, les gains qu'on avait avec la HLDPS, ce système-là est toute opération. Donc, ça, c'est un succès. Donc, c'est quelque chose qui a été accepté par l'Environnement Canada. Donc, pour améliorer encore plus, donc, ce que j'ai montré jusqu'à maintenant, c'est le papier numéro 1, l'étude numéro 1. OK? Donc, on rentre dans la deuxième partie de l'étude. Je vais essayer, je pense que je vais avoir plus de temps un petit peu pour la partie UNET. Donc, comment est-ce qu'on pourrait améliorer en plus? Donc, aller plus loin. Donc, améliorer par-dessus ce qu'on a avec la chaire des LPS. Donc, le but, ce n'est pas d'enlever SPS, ce n'est pas de remplacer SPS par un autre système. Essentiellement, c'est de construire par-dessus SPS la chaire des LPS pour avoir la meilleure prévision. Encore une étape plus loin, une marche plus loin. Donc, ce qu'on a ici, c'est le concept, c'est le design conceptuel pour cet outil-là, ce système-là. Ce qu'on a ici, c'est qu'on a, il y a plusieurs designs qui ont été testés. Là, ça, évidemment, je n'ai pas tout testé, mais c'est ce que j'ai qui fonctionne le mieux pour le moment. Donc, le but, c'est de chercher donc, le target ici. Donc, ce qu'on a à gauche, c'est les intrants. Okay? Ce qu'on a à droite, c'est la sortie. Okay? Donc, c'est le target, c'est la cible. Okay? Donc, la cible, toujours pareil. Température, TT, c'est la température, TD, c'est le point de rosée. UVV, c'est les vents en surface. Okay? Et le système qu'on utilise, c'est un système UNET. On a travaillé avec Blaise là-dessus dès le début. Il y a d'autres manières, il y a d'autres méthodes qui auraient pu être utilisées, mais là, c'est UNET avec des convolutions qui ont été utilisées. Les intrants qu'on a, c'est qu'on a des intrants atmosphériques, donc upper air à autant T, autant T-6, qui sont à plus basse résolution. Les forecasts, les prévisions sont à 2,5 km, les forçages atmosphériques sont à 15 km. Et on a aussi d'autres intrants qui sont de l'information en surface, température, point de rosée, les vents, et des informations sur les champs géophysiques aussi. Vous avez remarqué que c'est, étant donné qu'on n'a pas nécessairement, le but n'est pas d'enlever la HRDLPS, on utilise aussi les informations de HRDLPS comme intrant. Donc, c'est des informations qui sont en rouge foncé. Donc, on utilise des prévisions de TT, TD à 2 mètres du HRDLPS et des vents du mètre du HRDLPS comme intrant aussi. Donc, vraiment, il faut battre le HRDLPS parce qu'on s'en sert comme point de départ, comme un des intrants. Ici, je n'irai pas dans les détails du tableau, mais ça, c'est juste quand même pour donner l'information sur les variables des champs qui sont utilisés. Donc, les jeux de données, donc, c'est des jeux de données qui sont tous opérationnels dans l'environnement du Canada. Donc, le 4D NVAR, c'est les analyses atmosphériques qui sont utilisées pour l'entraînement à 15 km. Le GDPS, donc, c'est le modèle déterministe de prévision globale. Donc, c'est utilisé dans le contexte de la prévision, pas de l'entraînement. C'est des données aussi à basse résolution à 15 km. Le CALDA, c'est le système d'estimation de surface qui fournit essentiellement le TT, les températures et l'humidité à 2 mètres, des analyses de température et d'humidité à 2 mètres. Donc, c'est utilisé en entraînement, c'est utilisé aussi en prévision, comme condition initiale, c'est utilisé aussi comme évaluation, comme vérification. HRDLPS, c'est le système 3, système de surface que j'ai mentionné tantôt, donc à 2,5 km, qui est utilisé comme intrant pour l'entraînement. Il est utilisé dans l'entraînement parce que c'est un intrant. Puis il est utilisé aussi en mode prévision, okay, parce qu'on a besoin aussi en mode prévision. Et la HRDPS, c'est le système 3D atmosphérique à 2,5 km. On sert de HRDPS des vents à 0 heure. Et donc, c'est ce qu'on utilise comme analyse. Ce n'est pas une vraie analyse de vent.
Mais ce qu'on utilise comme analyse, notre meilleur estimé des vents à 10 mètres. Donc, ça, c'est vraiment les jeux de données au complet qu'on a utilisés. Ça a été pour moi le travail de tout des archiveurs, de tout ramasser ça. Dans le modèle, là, je vais arriver je vais vous montrer de quoi a l'air le UNet, là, mais juste un petit peu patient avant que j'arrive. Les données, avant d'être ingérées dans le UNet, autant les données en intrant que les données d'entraînement sont normalisées. OK? Une pratique là, plus qu'utile, là, essentielle pour avoir des résultats qui font du sens. Puis là, je montre ici une normalisation qui est basée sur le 5e et 95e percentile. Ça fonctionnait mieux que de prendre les minimums et les maximums. Dans le contexte aussi, donc, on utilise des anomalies, donc on enlève la climatologie qui est calculée pour chaque date. Okay? Donc, on calcule la climatologie basée sur 5 ans pour chaque date. On calcule l'anomalie. On normalise les anomalies. Donc, on fait une prévision. Ce que le UNet fait comme prévision, c'est des prévisions d'anomalies normalisées. Après ça, on a la tâche qui n'est peut-être pas aussi facile qu'on pense que de dénormaliser par après. Les grilles qui sont utilisées, c'est quand même des grosses grilles. OK? Je ne sais pas c'est quoi les grilles que tu utilises. Moi, c'est quand même, je trouve que c'est quand même assez gros comme grille. 2344 par 1280, ça, c'est la grille Target. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on veut voir. La grille basse résolution, c'est 288 par 160. Toutes ces grilles-là sont alignées avec les lignes qui sont utilisées, avec les domaines, les grilles qui sont utilisées aux opérations pour la prévision en 2,5 km. Puis on calcule une climatologie de 2020 à 2024. Je vais donner la période que j'utilise en utilisant plus ou moins 5 jours pour avoir quelque chose qui n'est pas trop, brouillard. Là, je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails de UNet comme tel, mais juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. Peut-être certains d'entre vous êtes déjà beaucoup familiers avec ça, peut-être certains d'entre vous n'avaient jamais vu ça, cette affaire-là. Essentiellement, ce qu'on a, c'est un UNet, OK, mais moi, ça ressemble plus à un V. J'aurais peut-être dû, je l'ai fait manuellement, j'aurais peut-être dû le couper un petit peu plus, mais c'est U à cause de la forme, OK? C'est essentiellement le concept, vraiment que déjà eu des présentations là-dessus, je vais aller vite. C'est vraiment le concept, donc la branche, ce qu'on a dans la branche à gauche, c'est la partie encodeur, où est-ce qu'on a de l'information à haute résolution qui rentre, donc à resolution input qui rentre en haut de la branche, okay? Donc qui est encodé avec des convolutions, avec des max pooling, donc on génère un nombre commande de fils. Peut-être la partie un petit peu plus exotique ici, ce qu'on utilise dans les couches plus basses, les couches plus profondes. Hein, on parle de deep learning, couches plus profondes. On utilise ce qu'on appelle un squeeze and extraction, où est-ce qu'on va extraire de l'information globale. Donc, globalement, on va extraire l'information pour chacun des canaux. Puis après ça, on va renormaliser, on va faire un rebroadcasting de tous ces canaux-là en mettant plus d'emphase sur les canaux qui ont plus d'influence, plus d'intensité. Okay, donc, c'est fait pour les couches qui sont les plus profondes. Vous allez noter qu'il y a beaucoup de lignes rouges qui se connectent dans la branche. Donc, la branche de droite, c'est la partie décolleur, où est-ce qu'on, essentiellement, quand on arrive en bas, dans la partie en bas, on a un grand nombre de films à très basse résolution. On recrée des images à haute résolution en faisant des convolutions 2D transpose et encore là des squeeze and extraction. C'est ça. C'est un mélange de convolution transpose et de convolution 2D. Donc, il y a beaucoup d'informations qui est passée essentiellement pour fournir d'informations en termes de résolution, donc de détails et de résolution, beaucoup d'informations qui est passée de la branche de l'encodeur à la branche d'école. Bon. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, juste quand même pour donner une idée de comment ça fonctionne. La période qui est utilisée, c'est la période de 2019, de août 2019 jusqu'à fin septembre 2025, donc jusqu'à tout récemment. La période de validation, la période que j'ai utilisée essentiellement pour optimiser les paramètres, pour m'assurer que tout fonctionne bien, donc optimiser le système, c'est la période de 2022, parce que c'est une période qui a été utilisée beaucoup en Environnement Canada pour les processus de cycle d'implémentation, donc de janvier 2022 à septembre 2020. Et la période test qui est complètement aveugle, donc c'est ça que je vais montrer, ça c'est en 2025. Ça, donc 2025 n'a jamais été vu par le UNet, okay, ni dans l'entraînement, ni dans le mode test. Donc, c'est la période aveugle de test. Okay. L'entraînement, essentiellement, c'est la période complète, moins la période de validation, moins la période de test. Okay. Donc, c'est utilisé pour l'entraînement.
C'est tout, sauf la partie 2022 et la partie 2025. Ce qui fait à peu près 58 mois pour l'entraînement, c'est à peu près 5 ans, OK? Un peu moins que 5 ans, qui est suffisant pour avoir des résultats qui sont bons, mais évidemment, ça aurait été mieux d'avoir une plus longue période. Donc, si on augmente la période, donc si je faisais la même chose dans un an, ben, voilà, ça probablement j'aurais des meilleurs résultats parce que je suis le temps courant. Donc, la métrique utilisée pour l'optimisation, le loss, c'est le mean square, l'erreur quadratique moyenne. Donc, l'optimizer attend. Ça a été tourné, ça n'a pas été tourné sur des GPU, ça a été tourné sur des PU. C'est plus parce que c'est difficile pour moi que ça tourne sur des GPU. Finalement, je l'ai tourné sur des CPU. Donc, 80 CPU. Ça fonctionne. Ça prend à peu près à entraîner à peu près 36 heures pour entraîner, pour faire un entraînement. Il y a deux modèles qui sont entraînés en même temps. Un modèle pour TTTD, un modèle pour UVV. Les deux tournent en même temps. Les deux prennent 30 heures. On a deux modèles qui sont générés pour ces deux variables-là séparément. Puis le nombre de paramètres qui sont entraînés, qui sont optimisés, c'est 7,6 millions. Puis le nombre d'époques de batch size, je ne pas dans le temps, mais d'un, ça a été déterminé dans le contexte de la validation. Une fois qu'on a un modèle, nos modèles UNet pour TT et TD et UVV, donc deux modèles différents, le modèle est entraîné pour faire des prévisions de 6 heures. Bien évidemment, nous, on veut faire des prévisions de 6 jours, okay, dans le contexte de 10 jours. Donc, on utilise un pas de temps, qu'on appelle un pas de temps autorégressif, où on utilise les sorties du UNet comme intrant au prochain UNet. Okay? Donc, ici, c'est juste une description schématisée de comment on fonctionne pour faire le pas de temps. Qui est pas aussi direct, pas aussi facile qu'on peut penser. Ça a pris quand même un bon travail de développement pour avoir un pas de temps qui fonctionne bien. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est le premier pas de temps, où est-ce qu'on utilise le premier unit, où est-ce qu'on utilise les données de CalDAS comme intrant. Donc, ça, c'est des conditions initiales de surface. Avec HRDLPS, comme les valeurs des prévisions HRDLPS valides à ce moment-là, et les forçages atmosphériques qui sont le GDPS. Donc, tout ça, c'est des prévisions. Donc, c'est vraiment des prévisions. On est au tenté. On n'a absolument aucune idée de ce qu'on a dans le futur. OK? Puis on utilise juste des prévisions pour évaluer comment UNet améliorerait par rapport à ce qu'on a avec la HRDLPS. Non, si on va un peu plus loin, les deux modèles sont concaténés. Les résultats de TTTD et UVV sont concaténés et fournis au prochain. Et donc, on fait comme ça le processus de pas de temps. Il y a un léger filtrage temporel qui est fait pour faire en sorte que la solution reste consistante pour chaque pas de temps. Il y a d'autres manières de le faire, mais le filtrage temporel fonctionnait bien. J'ai aussi installé un bias pour enlever le billet, donc un petit correctif pour enlever le billet, étant donné qu'on a déjà les prévisions des jours précédents, on a déjà une idée des jours précédents, qu'est-ce qu'on avait comme billet, puis on est en mesure de corriger au fur et à mesure. Donc, j'utilise les 3 dernières prévisions de 24 heures pour corriger le billet. Et puis, à la toute fin, il faut dénormaliser. Pour la dénormalisation, ben, ça me prend les valeurs de min-max. On est dans le futur, et là, je ne connais pas les min-max dans le futur. Donc, j'utilise les sorties du HRDLPS du système physique. Donc, le système physique est utile, pas juste en intrant, pour le UNet comme prévision, mais aussi à la toute fin pour dénormaliser les prévisions du UNet. Donc, je vais vous montrer les résultats. Donc, la période test, c'était de mars, 1er mars jusqu'au fin septembre. OK? Donc, je vais vous montrer surtout en été, puis après ça, je vais vous montrer pour la période au complet. Mais en été, donc, juin, juillet, août, on regarde ici donc, les évaluations, les métriques d'évaluation ont été faites temporellement et spatialement. Donc, temporellement, ça pour chaque point, on garde des prévisions, des séries de prévisions, OK, pour une période de 3 mois, à peu près 90 prévisions. Puis on compare essentiellement ces séries de prévisions-là à chaque point du domaine aux analyses. Donc, c'est une évaluation qui est faite qu'on analyse. Ici, c'est donc en très continu, c'est l'erreur qui est donnée par la HRDLPS. Puis en très pointillé, c'est l'erreur qu'on a avec UNet. Okay? À gauche, c'est le STDE, bien. À droite, donc plus c'est bas, mieux c'est. À droite, c'est la corrélation temporelle. Okay? Donc plus c'est haut, mieux c'est. Okay?
Donc, ça, c'est la température. Là, je vous montre la réduction pour le variable qui a le moins d'impact, qui est la température, qui est le plus difficile à améliorer dans le contexte par rapport au HLPS. Mais quand même, ce qu'on voit dans les panneaux de bord ici, c'est la différence de l'erreur, mais normalisé avec le taux de croissance pour qu'on ait ce gain-là en heure de petite débilité. Donc, il y a moyen de si j'ai une diminution de 0,05, 0,1 degré, ben, combien ça correspond en termes, quand on normalise avec la croissance de l'erreur, ben, ça me dit que ça correspond à 6 heures de prévision, 12 heures de prévision. Là, c'est un petit petit, là, ça va jusqu'à 24 heures, donc 6, 12, 8, 24. Ce qu'on voit, donc, la température, ben, ça oscille entre moins 12 heures, donc 12 heures de gain, 0 heures de gain. Donc, les gains sont surtout la nuit. Donc, ça, c'est pour la température, pour le STDE. Et pour la corrélation, ben, c'est pareil, ça va entre 12 heures et 0 heures. Donc, comme je mentionnais, bon, c'est pas la fin du monde, c'est quand même positif, OK? Mais évidemment, c'est meilleur pour d'autres variables. OK? D'autres variables. Quand on parle l'humidité, c'est la variable qui est élevante, c'est vraiment là où est-ce on va chercher des gains. Là, il faut se souvenir que le HFDLPS améliorait déjà beaucoup par rapport au système 3D. On parle de 20-25 heures de gain par rapport au système 3D. Ça, c'est par-dessus le HFDLPS. En ce moment, là, on essaie de battre ce qu'on avait avec le HFDLPS. Là, on voit qu'on a des gains de l'ordre qui vont de 18 heures, puis après ça, ça oscille entre 6 heures et 12 heures. Donc, 6 heures, 12 heures, c'est quand même correct. Là, on ne crache pas là-dessus. On l'accepte, on le prend. Okay, on est dans le prochain modèle, c'est bon. C'est pas aussi spectaculaire qu'on avait avec la chair de LPS, qui est de l'ordre de 20-24 heures, mais c'est quand même bon. La corrélation, ben, c'est pareil. La corrélation diminue plus rapidement, mais on a de l'ordre de entre 12 heures et 6 heures. Puis à peu près 6 heures, 6 heures. Donc, ce qui est quand même bon pour l'été. Pour les vents, à 10 mètres, ben, c'est pareil, c'est de l'ordre d'entre 18, 12, 6. Donc, les gains sont quand même appréciables aussi pour les vents. Je n'ai pas mentionné trop, les gains sont plus forts après 2 jours, okay, sont moins grands dans les 2 premiers jours. La raison pour ça, c'est que le UNET est forcé avec le système global, tandis que la DLPS, lui, est forcé par un système à plus haute résolution que les 2 premiers jours, puis un système à plus basse résolution. Il y a un avantage au HRDLPS, le système physique, les 2 premiers jours. Il y aurait moyen de corriger ça avec le UNET en entraînant un autre modèle des 2 premiers jours, mais je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de faire ça. Mais quand même, c'est des gains qui sont appréciables. Quand on regarde des maps, il y a moyen de. Quand on fait. On a des erreurs pour chaque point de gain. On peut dire ben, où est-ce qu'on a amélioré, où est-ce qu'on a détérioré. Ça, c'est pour la même période, la période de l'été 2025, OK, la période test. Donc, à gauche, c'est la différence. Donc, c'est UNET moins HRDLPS pour le RMSE. Donc, j'ai combiné et la déviation standard et le billet. Donc, quand c'est bleu, c'est meilleur pour le UNET. OK? Puis à droite, c'est pour la corrélation. Donc UNET moins HRDLPS. Donc, plus c'est grand, mieux aussi. Donc, quand c'est en rouge, c'est mieux pour le UNET. Donc, on voit que malgré le fait que quand on faisait une moyenne spatiale pour la température, l'effet était minimal, mais quand même, on voit qu'il y a des régions pour la température où il y a quand même des gains assez substantiels, qui est la région sud-ouest du domaine. Pour l'humidité, ben, c'est pareil. Là, c'est peut-être difficile un petit peu à voir, mais en fait, tout le domaine est en bleu et en rouge, sauf que, évidemment, la partie sud-ouest domine, mais quand même, le domaine en général est positif pour UNET. Et pour les vents, ben, de manière intéressante, la corrélation est améliorée, surtout dans l'ouest. Par contre, la RMSE est améliorée à d'autres régions. Okay? Je vais montrer un exemple de résultat pour les vents tantôt. Donc, c'est pas partout égal. Okay? Puis là, de manière intéressante, c'est que j'ai fait des tests pour 2022, puis j'ai fait des tests pour 2025. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris, je n'avais pas réalisé, mais essentiellement, les régions qui sont améliorées, les 2 années se ressemblent. Okay? Donc ça, c'est intéressant. Là, le modèle, j'utilise le même modèle entraîné, puis je le teste sur 2 périodes différentes, puis il me donne des maths de gains qui sont semblables. Okay? Donc, c'est comme si le modèle était comme entraîné pour fonctionner mieux sur certaines régions que d'autres. Quand on fait, ce que je vous montrais, c'était des vérifications sur des erreurs temporelles, donc des séries temporelles, donc de date, donc une certaine période. Il y a moyen de faire il y a moyen de calculer l'erreur spatialement. Donc, pour chaque date, on calcule la moyenne de l'erreur spatiale. Donc, ici, ce que je montre, c'est la moyenne absolue, la moyenne de l'erreur absolue. Donc, qui couvre toute la période, donc du 1er mars jusqu'au 20 septembre. Ça, c'est pour la température. Ça, c'est une moyenne sur le domaine, juste la partie terre, okay, du domaine. Ce qu'on voit ici, c'est, on voit que l'erreur diminue. L'erreur est toujours plus grande en hiver. Donc, on arrive de l'hiver, on arrive au printemps, on arrive en été, puis l'erreur est moins grande. Les parties qui sont en bleu, c'est le delta, donc c'est la différence qu'on a entre le UNET
et le HRDLPS. Et on voit que pour la température, bien, les gains sont surtout, c'est assez neutre pour le reste, mars, avril, mai, mais au mois de juin, juillet, août, c'est là qu'on a nos gains. Puis en bas, ici, je n'aurai pas le temps de trop de parler, mais on garde des variances, on garde la variance spatiale, la variance temporelle. La variance temporelle, il n'y a pas de détérioration de variance temporelle. Par contre, la variance spatiale, surtout pour la température, il y a eu un smoothing. On a moins de variance, on a moins de variabilité spatiale pour les units qu'on en a pour la température. Quoique, ça, c'est un ratio qui est calculé avec un log 2, un log en base 2. Les valeurs qu'on a là de 0,1, 0,2, c'est vraiment faible. Okay? Donc, ce n'est pas un gros. Ça, c'est pour la température. Si on regarde la même chose pour l'humidité, encore là, l'humidité, l'impact de l'humidité est plus grand. Okay? Puis il est peut-être moins grand pour le mars-avril, mais on voit qu'à partir de mai, juin, juillet, surtout juillet, août, l'impact est quand même assez grand pour quand on fait une moyenne spatiale en termes de gain pour la moyenne des horaires absolus. Et pour la variance spatiale, il n'y a pratiquement pas d'impact. Et ça, c'est pour les vents. Puis les vents, c'est un petit différent. Les vents sont pratiquement, il y a des gains pour les vents d'une manière assez systématique pour toute la période. Donc, il n'y a pas d'effet moins bon en hiver. Donc, l'unit d'air a bien fonctionné pour toute la période. Alors, juste montrer un exemple. Parce que je suis en train d'écrire un article là-dessus, puis je montre un exemple, mais je montre le domaine au complet. OK, puis là, je montre le domaine au complet. Dans la salle, ça va peut-être être difficile à voir, puis moi, je sais qu'il y a un intérêt aussi pour les vents, il y a des projets pour les vents, je vais remontrer les vents. Pour la température, c'est moins excitant. L'humidité, il y a des bonnes différences entre UNET et HRDL. Mais pour les vents aussi, il y en a. Puis là, je montre un exemple. Là, c'est peut-être, je vais juste pointer des. Là, je n'ose pas trop m'éloigner du micro, mais je vais le faire quand même. Essentiellement, il y a des régions où est-ce que, par exemple, ça c'est la ligne de l'Avoir. Ici, il y a des régions, comme par exemple ici, où est-ce que le modèle de HLDS faisait une surprévision de ces éléments. Ils ne sont pas complètement enlevés, mais corrigés en partie avec le UNET. Puis il y a cette région-là aussi où est-ce que les UNET ont moins de pénétration. Donc, l'avantage du UNET par rapport au HRDLPS, c'est que HRDLPS, le système physique 2D, va faire un downscaling qui est vraiment local. Okay? Donc, le modèle de downscaling 2D physique n'a aucune information sur ses voisins, tandis que UNET va regarder avec les convolutions actuelles, va voir à plus longue distance, va être en mesure de corriger sur le positionnement. Okay? Donc, c'est juste un exemple de gain qu'on a avec les UNET. Puis là, j'arrive avec ma dernière slide. Je trouve vraiment le nom pour slide. Donc, présentement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, présentement, on fait, là, les évaluations que j'ai faites, c'est des évaluations contre analyse. Donc, c'est correct, c'est approprié dans le contexte de ce qu'on faisait. Mais il y a beaucoup de demande pour une évaluation contre observation de surface. Okay? Pour le Canada, c'est pas parce qu'on dit le mot observation que c'est parfait, c'est fantastique, c'est exactement ce qu'on veut faire. Pour le Canada, c'est difficile de faire une évaluation contre observation de surface. Il faut vraiment le faire comme il faut, okay? Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on est en train de faire ça présentement. Donc, on fait une évaluation contre station de surface, qui est la même genre d'évaluation qu'on a faite pour le HRDLPS qui est évalué contre station de surface. Donc, de la même manière. Ça, on va voir les résultats très bientôt, mais je m'attends à voir les résultats semblables à ce que j'ai montré. Ben, si c'est le cas, présentement, je suis en train de faire il y a un intérêt, d'une manière assez surprenante, il y a un intérêt pour avoir ça opérationnel. C'était pas mon but. Mon but, c'était juste de montrer qu'on pouvait le faire. Mais étant donné qu'il y a un intérêt, ben, je vais faire une suite en temps réel. Donc, on va tourner en temps réel. Donc, c'est un petit peu de travail, mais donc, on va tourner des prévisions. Je n'ai pas mentionné, mais l'entraînement prend 30-36 heures. Mais pour faire une prévision de 6 jours, sur un CPU, même pas des GPU, ça prend à peu près moins que 2 minutes pour faire une prévision. Mais c'est pas des. C'est ça. C'est essentiellement. C'est pas les prévisions dans le même contexte qu'on a pour l'intégration d'équations 3D dans des modèles NWP. Là. Mais pour faire, une fois qu'on a le HRDLPS et qu'on a tous les intrants, ça prend à peu près 1 minute et demie, 2 minutes pour faire une prévision à 2,5 km.
En plus de ça. Donc, fait que la suite est en train je suis en train, je vais la construire dans les 1 ou 2 semaines qui viennent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer pour les lunettes, donc j'ai jamais, loin de là, de penser que la configuration que je présente est la meilleure. Étant donné que ça prend beaucoup de temps à tester, ce que j'ai, c'est ça à quoi je suis arrivé. Il y a beaucoup d'autres manières, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres choses qui auraient pu être. Donc, par exemple, le poids des variables qui ont été utilisées, la manière de normaliser, bon, etc., etc. Il y a d'autres méthodes aussi qui pourraient être utilisées. On utilise l'UNET, mais on aurait pu utiliser un transformer, GAN. Il y a d'autres approches qui auraient pu être testées, donc ça reste à voir. D'autres variables, donc, évidemment, celle qui me manque, c'est la précipitation. La prochaine variable à ajouter là-dedans, c'est la précipitation. Le système HRDPS, le système physique, fonctionne bien pour la température et l'humidité, mais plus ou moins bien pour les vents. Okay? Donc, on a vu que le UNET avait un bon impact pour les vents, mais pour la précipitation, c'est pareil. Le HRDPS fait absolument rien pour la précipitation. Donc, le potentiel que UNET améliore la précipitation par rapport au modèle de balle est immense. Okay? Donc, la prochaine étape, c'est vraiment de tester ça sur la précipitation. Il y a des gros espoirs que ça donne des gains substantiels de précision au 3, 4, 5, 6 pour la précipitation. Une extension au modèle probabiliste. Travailler ici aussi là-dessus. On a beaucoup d'intérêt aussi en Environnement Canada. Donc, avec soit les modèles de diffusion, des variational autoencoder, il y a différentes approches pour utiliser. Donc, c'est quelque chose. Donc, c'est ce que j'ai. Ça, je vais pas payer quand même. Merci Stéphane. Fait qu'on a un temps pour des questions. Si vous avez des questions en ligne, vous pouvez les mettre dans le chat ou même lever votre main. On peut commencer dans la salle si quelqu'un a une question. Oui. Dans les deux, mais on s'est parlé de variables dans le fond spatial. Ça m'a fait penser si on a regardé les spectres de variance, tu sais, quand tu crées un champ cumulé, dans le fond, effectivement. la résolution. Je n'ai pas regardé encore, non. Est-ce que tu as une idée, dans le fond, de quelle résolution on peut avoir confiance? Si tu fais un champ de plus haute résolution, ce serait jamais probable qu'un champ dynamique à plus haute résolution non plus. Là, présentement, je peux faire une évaluation de la variance spatiale, mettons, avec des spectres, parce que je fais une évaluation pour analyser. Évidemment, la variance spatiale de l'analyse n'est pas parfaite non plus. Hein. Il y a un petit peu de smoothing qui se fait dans les analyses. Là, présentement, je l'ai fait juste par un calcul global, là, de la variance totale. Et la variance temporelle, qui est autre chose, mais pour la variance spatiale, la variance la variance totale. Puis c'est à peu près comparable, sauf pour la température où j'en ai un petit peu moins. Quand je regarde visuellement les champs, il y a des régions où est-ce que j'ai moins de variance, donc je suis plus smooth. Par contre, il y a des régions où est-ce que j'ai plus de variance. En montagne, par exemple, le UNET va avoir plus de variance que le modèle physique HRDPS. Donc c'est une analyse qui est pas simple de regarder les spectres de variance. Mais effectivement, je devrais le faire. Je n'ai pas parlé, mais on a fait aussi la variance temporelle. Donc, regarder la composante totale est correcte pour ça. Donc, pour la variance temporelle, comment est-ce qu'on est en mesure de représenter la variabilité jour après jour d'une prévision à un point donné? Il n'y a pratiquement pas de. Essentiellement, même, je n'ai pas montré le tableau ici parce que je montre, c'est que la variance est plus près d'analyse avec une net qu'elle est avec HRDPS. Donc, des fois, on augmente, des fois, on diminue, puis la plupart du temps, on améliore la variance temporelle. Donc, bonne question. Il y en avait deux, mais je peux m'entendre quelqu'un d'autre pour une question. Il y en avait une là, si j'ai bien compris, je pense qu'il y a un unit par variable. 2 units, un pour température et le point de rosée, puis un autre pour UV. Donc, il y a 2 units. Est-ce que vous avez regardé les corrélations intervariables, justement? Est-ce que c'est maintenu? Est-ce que c'est amélioré, dégradé? Évidemment, les corrélations des variables, c'est tout perdu dans les réseaux de neurones. Évidemment, mais juste pour répondre vite fait, j'ai effectivement une autre version de ce modèle. Au début, j'avais un modèle pour toutes les variables, et ça fonctionnait. Mais après ça, quand j'ai commencé à les séparer, je me suis rendu compte que ça fonctionnait un petit peu mieux quand je séparais les deux variables. Donc, mais oui, quand je suis en mode prévision, les deux modèles sont constamment concaténés. Essentiellement, ils sont constamment concaténés. Donc, c'est ça.
Bon, il n'y a pas d'assurance qui est construite que les deux vont être constants, mais le résultat final est que c'est constant. On pourrait faire des études de cas météorologiques pour s'assurer que le vent, quand on regarde, mettons, de dépression, fait que là, quand on a des points d'humidité et de température, ben, ça fit avec les régions où est-ce qu'on a des vents forts. Ça, c'est pas garanti que c'est le cas. C'est pas parce qu'on ne force pas. Je vais te dire, même une autre chose, je n'en ai pas parlé. Dans le modèle, puis c'est une autre chose que je devrais faire, que je n'ai pas le temps de faire encore. Je force même pas, j'ai même pas de contrainte pour dire que le point de nausée doit être plus petit que la température. OK? Puis ce qui est le cas, le point de nausée ne devrait jamais être plus haut que la température, mais moi, je ne le force pas ici. OK? Essentiellement, je fais des prévisions séparées, température et points. On pourrait rajouter une contrainte qui était, OK, ben, tu fais une prévision de 2 points, mais tu ne peux pas être plus élevé que la température. Ou là, on pourrait jouer avec comment on ajuste les deux variables. Mais c'est pas fait ici. Ben. Oui, Liliana. Ben, je vois que les gains qui sont substantiels, c'est autour de 0,2 degrés, à peu près comme ça. Je me demandais historiquement, quand vous faisiez, que ça c'est purement statistique, mais l'autre, par exemple, améliorer la physique des modèles, est-ce que ces gains sont comparables en termes de valeur ou c'est vraiment minime d'une génération à l'autre? Non, donc, quand on parle, c'est pour ça que je vais le normaliser avec le taux de croissance pour donner des erreurs en gain de prédictibilité. Mais c'est rare qu'on va chercher des gains de l'ordre de 12 heures, 6 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures. Donc, 0,2, 0,4, c'est pas près ça, là. Une dizaine d'heures. Et avec la HDLPS, on avait jusqu'à 0,3, 0,4, qui était d'autres de 20, 30 heures. Ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Pour les UNET, c'est pas, j'irai pas dans la plage exceptionnelle, là, mais j'irai quand même dans la plage, c'est bien. C'est bien. Donc, c'est pour ça que je présente les deux en même temps. Okay? Il faut regarder vraiment HDLPS et UNET ensemble, le total. Puis là, quand je vais faire l'évaluation totale, je vais pouvoir comparer UNET plus HDLPS comparé au système qui est opérationnel, qui est le système 3D. Puis là, on s'attend de l'ordre de 25-30 heures de gain. Au total, les deux en même temps. Peut-être pour relativiser ce que ça veut dire, ça, là, dans le domaine de la météo mondiale, là, améliorer historiquement dans le passé, avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais tu sais, améliorer, disons, 24 heures de prévision, ça nous prenait à peu près 10 ans de recherche. 24 heures, oui. Hein? C'est à peu près ça. Donc, améliorer une journée, c'était 10 ans de recherche d'une équipe. Combien de personnes? 80 beaucoup de monde. C'est juste pour. En tout cas, c'est des gains. C'est pour ça que quand tu mentionnes en heure de flexibilité, c'est quand si vous me permettez juste une 2 secondes, parce que la plupart de ces choses-là, je n'aurais pas le temps de le faire parce que je suis sur le bord de ma retraite. Il me reste juste quelques mois en vraiment Canada. Mais quand même, je pense qu'il faut qu'on réalise les taux où est-ce qu'on est. Je parle de. Je ne suis pas certain, du point de vue climat, c'est la même chose. Certainement que du point de vue de prévision météorologique, l'arrivée, les termes artificiels vont être des impacts peut-être effrayants pour la société en général. Mais pour la prévision météorologique, c'est quand même une opportunité extraordinaire d'améliorer les. Il y avait c'était rendu de plus en plus difficile d'améliorer les prévisions météorologiques. Il y avait comme une stagnance où est-ce qu'on. Les efforts qu'il fallait faire pour améliorer la prévision étaient immenses par rapport aux gains qu'on avait. Mais avec ces outils-là, c'est vraiment comme si on avait ouvert tous les murs. Puis là, essentiellement, ça augmente les choses qu'on peut faire. On peut combiner, on peut mettre des modèles de machine learning dans les modèles physiques. On peut copier. C'est inimaginable, mais je pense que les 5-10 prochaines années sont. Encore là, je ne parle pas d'utilisation de l'AI dans la société, mais dans le contexte des prévisions météorologiques, j'en parlais avec les ce matin, même pour la prévision des nuages, tout ça, c'est vraiment fantastique ce que ça donne comme. Parce que là, on parle du UNET qui est des convolutions 2D, mais il y a d'autres méthodologies qui sont. On parle des prévisions ensemblistes. Prévisions ensemblistes, ça va faire des miracles, ça va faire aussi avec des concepts avec des concepts de diffusion, de version en topo, des choses beaucoup mieux que ce qu'on a présentement. Donc, c'était juste pour exprimer mon enthousiasme
par rapport aux années qui s'en viennent, dans le contexte de ce genre de technologie-là, ça nous offre, du point de vue de la météorologie, en fait, ça a étendu ma carrière de 2 ou 3 ans. Là, il y a une limite au temps que je vais rester en Environnement Canada. Mais je regrette quand même, j'aurais aimé ça aller un peu plus loin en Environnement Canada. Juste à cause de ça. C'est pas une question très, très claire dans ma tête. Peux-tu revenir à ta diapo où tu avais les scores pour les cartes pour ouais, c'est là. Ce qui a attiré mon attention, c'est que dans celle pour les vents, en bas à gauche. OK, c'était les vents, je ne voyais pas trop. La zone bleue sur le bord de la réduction, là où il y a entre autres des tourbières, des topos plats, tout ça, tu des pistes d'interprétation pour ce qui se passe dans ce coin-là? Moi, ce que je pense, c'est, là, on regarde l'impact de UNET par rapport à la qualité de HRDLPS. Moi, ce que je pense, c'est que HRDLPS, c'est des problèmes, justement, à cause de HRDLPS fait un downscaling qui est local. Vraiment que les caractéristiques de surface sont peut-être pas. C'est certain que ça rapporte. Je suis pas mal convaincu que ça rapporte à la manière que la surface est représentée dans le HR des LPS. Je pense que UNET corrige ça. Okay, le HR des LPS fait quand même une bonne job pour les vents parce qu'il rajoute beaucoup de variance. Le système physique 2D, il rajoute beaucoup de variance spatiale pour les vents. OK, mais quand on fait une évaluation objective, ça donne à peu près kiff-kiff par rapport au système global 3D. UNET, je pense, replace ça un petit peu. Certaines régions vont adoucir, donc vont peut-être avoir moins de variance. Certaines régions vont avoir plus de variance. Ça je pense que c'est associé, la partie sur la baie du son, je pense que c'est lié au comment la surface est caractérisée dans le modèle physique, qui n'est peut-être pas optimal. Dans ta période de validation aussi, c'est une période où la dynamique est un peu plus active dans ce bout-là par rapport au reste de l'année. J'ai monté les cartes. Si je fais des cartes, je les faites pour l'hiver, la période 2022, puis je les fais aussi pour le printemps, des zones champs. C'est pas le même. Par contre, les gains en corrélation, c'est toujours dans les montagnes. Ce qu'on voit, c'est que la variance temporelle dans les montagnes est beaucoup améliorée avec UNET. Donc, on est en mesure, on améliore la variabilité jour après jour à chaque point spécifique avec UNET pour les vents. Du meilleur substantiel. Il y a une question en ligne, quelqu'un qui voudrait des précisions sur la résolution un peu de tout ça. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, c'est quoi les résolutions? Donc dans essentiellement, les intrants, les forçages qui viennent dans UNET, il y a la partie atmosphérique qui est à basse résolution, donc une maille de 15 km. OK? Puis l'intrant en haute résolution, c'est à 2,5 km. OK? Donc, c'est les deux mailles, okay? C'est pas tant des résolutions. Bon, il faut faire la différence entre la maille et la résolution. Okay? Donc, la maille est à 15 km pour la basse résolution, puis à 2,5 km. Puis le target, la cible, est toujours à 2,5 km. Donc, ce que UNET génère, c'est toujours sur une grille à 2,5 km. On pourrait aller à toute résolution. On a fait une étude avec McGill où est-ce qu'on est allé jusqu'à 200 mètres, 100 mètres. Ça fonctionne aussi. Puis aussi, il voulait savoir comment ça se compare à des modèles IA comme Open Météo, Météo Blue. Je les connais pas. Je ne sais pas. C'est une bonne question, mais malheureusement, je ne sais pas. Là, dans l'écriture, c'est dur aussi parce que ça dépend de où est-ce que tu regardes, ça dépend de la période que tu regardes, ça dépend de. Mais effectivement, il faudrait. Je peux vous dire, si on fait une étude, si on fait une revue de la littérature de comment ces méthodes-là sont utilisées, il y a d'autres mondes qui font ça. Il y a d'autres mondes qui ont fait des choses semblables à ça. Surtout en Asie, les Chinois en ont fait beaucoup. C'est des gains dans ce style-là. C'est des gains dans ce style. Okay. Si je peux me permettre juste un commentaire peut-être final, ben moi je suis très en faveur d'un peu. C'est plus un projet co-développement, modèle physique, modèle IA. Donc on continue à faire de la modélisation physique, on fait le dernière étape pour une dernière amélioration avec le modèle IA. Moi je suis en faveur de tout ça. Là, donc on ne peut pas remplacer nos modèles physiques, on veut que ça continue à co-évoluer. Puis je pense qu'avec des résultats comme ça, je ne sais pas si. Justement, en voyant ces améliorations-là qui sont possibles par les UNET, est-ce que ça fait réfléchir à quoi améliorer après ça? Je pense que la rétroaction qu'on a avec UNET vis-à-vis de la communauté NWP, dans laquelle je fais partie aussi, essentiellement, c'est beaucoup plus pour le besoin en termes de données. Donc, il y a un effort présentement en Environnement Canada pour la réanalyse. Donc, on ne fait pas une réanalyse globale, genre ce qui est fait par le Centre européen, ça c'est au-delà de ce qu'on peut faire.
On peut faire des versions plus avancées de la réanalyse de surface. On a quand même déjà fait une réanalyse de surface. Donc, ben, là, la question est qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer dans le modèle? Comme par exemple, ben, ça dépend des variables qu'on veut cibler. Si on veut cibler, par exemple, la turbulence dans la couche limite ou des questions de givrage, je parlais si on veut avoir il faut s'assurer que la physique qu'on a dans le modèle, là, le but n'est pas d'améliorer des scores à 2 mètres, des métriques de 2 mètres. Il faut vraiment s'assurer que le modèle physique fonctionne très bien, peut-être même au dépend de d'autres métriques d'évaluation qu'on avait avant. Donc, là, je pense que donc, la partie modèle, moi, mon opinion, je suis d'accord avec toi. Mon opinion, c'est que le machine learning, le deep machine learning, les AI, ça n'enlève pas du travail aux gens qui font la modélisation, ça en rajoute. Et ça rend les choses encore plus difficiles, à mon avis. Et donc, il faut aller encore plus loin. Donc, c'est ça qui rend la chose difficile, parce que là, il faut doubler notre expertise. Il faut continuer à avoir notre expertise, notre travail en modélisation, en assimilation. Puis en même temps, il faut savoir comment ça marche, ces affaires-là. Sinon, c'est difficile de sous-contracter. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait, autant du point de vue physique. Quand on fait le design de ces affaires-là, ça aide de savoir qu'est-ce qu'on a physiquement devant nous. Dernier commentaire. Mais Stéphane, j'ai vu, il y a plusieurs choses intéressantes dans la présentation, même pour nous en mode climat. Ouais. Entre autres, la partie vent, là, dans la partie, si on le sait bien, là, dans notre système, nous, les vents qu'on produit dans le modèle atmosphérique, on veut des vents moyens, tu sais, pour le modèle lui-même, les colonnes. Mais c'est très encourageant de voir que l'IA est capable d'amener du gain par rapport à ça, par rapport à ce qui est observé. Là, puis on peut comprendre, parce que, tu sais, en plus, le vent, il est bien correct, il est capable de bien s'ancrer dans l'eau. C'est dans le variable, c'est ça qui marche. C'est ça. Mais il y a aussi, ici, on commence à utiliser l'autre technologie là, de mise à l'échelle physique. Puis, selon ce que tu montres, en tout cas, puis on sait de passer, là, mais on va aller chercher quand même la table dans les produits qu'on va faire pour être libre. Ça, c'est juste un point de départ parce qu'on peut faire plein de choses. On peut prévoir la variance, on peut prévoir tout ça. Ça, c'est vraiment juste le minimum de première étude. Ce qui s'en vient dans ce fait, c'est pas mal plus excitant, à mon avis. Comme que ça, c'est pas non excitant non plus. Mais ça s'en vient encore plus. C'est toi les promesses, hein, je ne vais pas me comparer à personne, mais j'ai arrêté de faire les promesses. Merci. Eh bien, merci.